On va y aller. Donc, bonjour à tous, merci déjà. Donc, je ne suis pas Gauthier Vinois. Gauthier est là et on fait la présentation à deux. C'est moi qui vais commencer la première partie. C'est logique, c'est ce que nous, on a la deuxième partie, c'est pas terrible. Donc, l'idée de cette présentation, c'est les chemins de modernisation. Alors, un peu de teasing. Cette présentation, elle est à Göteborg, où on discutait un petit peu de nos différents clients et de ce qu'ils avaient fait au niveau de la modernisation, comment ça s'était passé pour eux. Et puis, on ne va pas se cacher sur beaucoup d'échecs qu'on avait constatés. Et l'idée, si on s'est dit, si on pouvait donner un peu une roadmap qui s'adapte à chaque société, pour que chaque société puisse faire sa modernisation et essaye pas de faire une modernisation qui soit pas adaptée à ce qu'elle veut faire. Donc l'idée initiale, c'est ça. Donc chemin de modernisation, moi, vous me connaissez peut-être un petit peu, donc je suis Gaïa, Olébis, IBM depuis le début, donc là tout de suite on voit que je suis plus un Robert qu'un Kevin, hein, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. La principale chose qu'il faut connaître, c'est qu'on a un blog Gaïa qui produit, sauf aujourd'hui, tous les mardis à 10 h, une news sur l'IBMI. C'est la seule dans le monde francophone à être à jour régulièrement. Donc n'hésitez pas, informations techniques, etc. Si vous voulez en savoir plus sur Gaïa, vous avez notre site, vous pouvez venir nous voir, il n'y a pas de souci. Ensuite, par contre, il faut que ça donne mon sens. Vous avez Gauthier, mais tu veux dire peut-être un mot, présente-toi. Oui, donc si toi tu te présentes comme le Robert, je vais être plutôt le Kevin. Alors c'est un Kevin qui grandit un peu quand même, mais ça fait depuis 2009 en fait, je suis sur l'IBMI et je suis pas rentré du tout moi sur l'IBMI par la porte du RPG ou du classique. En fait, j'y suis rentré par le monde de l'open source et du web et j'y suis rentré et j'y suis resté. Donc aujourd'hui en fait, j'ai créé CFD Innovation que j'ai créé en 2019. Donc, et maintenant, en fait, nous, on accompagne nos clients qui veulent se moderniser, puisque c'est quand même le thème du jour, mais à base de solutions web et open source. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses web qui utilisent open source, mais il n'y a pas que du web, en fait. Enfin, c'est vraiment de typologie de solutions. Et voilà, donc après, on accompagne nos clients de différentes façons. Nous, c'est beaucoup on va en parler d'ailleurs là-dedans, mais c'est par la formation. L'éducation, c'est quelque chose de très important, de faire savoir, d'accompagner pour qu'après, vous soyez autonome justement dans vos environnements avec ces technologies-là. Et puis après, sur les accompagnements aussi à l'année, des supports, etc. De toute façon, la problématique des ressources, on l'a très bien compris, c'est vraiment une problématique aujourd'hui. Donc, il faut de toute façon, d'une manière ou d'une autre, arriver à attirer des jeunes. Et justement, attirer des jeunes, ça veut dire il faut faire quelque chose. Donc, les chemins de modernisation, qu'est-ce que c'est? Alors, depuis plus de 20 ans, on entend parler de modernisation. Alors, l'idée, c'était pour nous expliquer un petit peu ce que c'est pour nous la modernisation et ce que ça voulait dire et quels étaient les enjeux pour la société, les sociétés en question, et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour vous aider, mais surtout pour vous aider tous, pour vous aider vous à comprendre ce que vous devez faire. Donc, on va essayer de vous donner quelques éléments simples. Alors, je vais essayer de faire dans le bon sens. Alors, déjà, la modernisation. La modernisation, qu'est-ce qu'il y a dans la modernisation? Depuis 25 ans, on parle de modernisation, et si je demandais à chacun une définition de modernisation, je pense que chacun aurait un peu la sienne. Donc, il y a d'abord une modernisation du code. On a vu que le RPG, on est passé du RPG 2 au RPG 3, au RPG 4, au RPG 4 Free, et que il faut évoluer à minima sur cette partie-là. Donc, c'est l'évaluation du code. La base de données, elle est antérieure à SQL. Il y en a une grande partie qui est générée en DDS. Et à minima, aujourd'hui, il ne faut plus générer en DDS. Mais si on peut commencer à pouvoir bénéficier de tout ce qui est disponible avec SQL, il ne faut pas s'en priver. Ensuite, il y a l'IHM. L'IHM, malgré tout, on a fait des stats, je n'ai pas les chiffres, je ne vais pas vous donner des chiffres bidons, parce que vous allez nous connaître sur les 52-50, mais je dirais qu'on a à peu près, en gros, 50% de nos clients qui sont en 52-50 aujourd'hui. Donc,
tout parti. Hein. Il y a des applications qui sont blindées, une partie 52-50, une partie qui a été revampée, une partie qui est écrite en PHP, une partie qui est en Windows. Quand ce n'est pas les trois, c'est certains clients. Donc, c'est ça. Ensuite, il y a une autre partie que je ne sais pas pourquoi on en avait parlé, mais elle n'est pas là. C'est la partie. C'est après? OK. Ouais. Donc, déjà, la première question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire dans la modernisation? Qu'est-ce que vous attendez? C'est pour qui? C'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc ça, c'est la première question à se poser. La deuxième question, c'est peut-être un des éléments les plus importants, c'est va falloir choisir la route qui est adaptée à votre société. D'accord? Alors, le nombre de personnes disponibles sur ce projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes 2 personnes au service informatique, vous n'allez pas traiter de la même manière que si vous êtes 40 chez Orange. Et ce choix-là est très impactant et très important pour la réussite de votre projet. Donc, il va falloir que vous choisissiez le chemin qui va vous amener quelque part. Pas le chemin que vous allez faire 20 mètres et vous allez vous retrouver planté. Ce n'est pas l'idée. Donc, ensuite, il y a la connaissance interne et les capacités à transmettre. Les compétences présentes dans l'entreprise. Combien de fois on a vu des sociétés qui ont modernisé, je dis n'importe quoi, avec du PHP et qui avaient des compétences .NET à l'intérieur ou lycée de Versailles, et ça, c'est pas bon. Parce qu'en fait, l'idée, c'est moderniser aussi. Ça ne veut pas dire jeter tout l'existant qu'il y a dans l'entreprise. Il y a des choses qui sont intéressantes. Simplement, des fois, il faut parler avec le bureau d'à côté et se dire, oui, vous savez faire du .NET, nous, on va vous produire des web services et vous allez les consommer. On va vous faire des POC et vous allez les consommer. On va pas monter un autre service où on va faire rentrer 2 jeunes en PHP qui, dans 6 mois, ne seront plus là. Donc, l'idée, c'est capitaliser sur l'humain. C'est vachement important de capitaliser sur l'humain. Parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on a vus foirer dans les grandes largeurs à cause de ça. Parce qu'on a amené de nouvelles technos qui ont été subies par tout le monde qui était en place et qui n'étaient pas adaptés à la société. Ensuite, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est les obligations légales de votre secteur d'activité. Les obligations légales de votre secteur d'activité, c'est toutes les évolutions que vous allez avoir liées à la sécurité, mais pas que. Aujourd'hui, il commence à y avoir des évolutions et des contrôles qui sont faits par rapport notamment au code que vous livrez, que vous allez produire. Alors, souvent, ce n'est pas grave pour les sociétés en interne, mais pour les sociétés de services, vous pouvez être embêté si on considère que votre code est obsolète. D'accord? Il y a des premiers cas de jurisprudence qui sont arrivés. D'abord, qui sont arrivés, bien sûr, par rapport à la sécurité, où on n'avait pas mis à jour des choses. Mais sur les développements, aujourd'hui, très rapidement, on va être obligé de faire des choses. On n'aura plus le droit de ne pas faire. Donc, c'est en train de s'inverser. Les rôles sont en train de s'inverser. Ensuite, vous avez le secteur géographique. Pourquoi j'ai mis le secteur géographique? Parce que le secteur géographique, on a tous vu des sociétés qui étaient implantées, plein de sociétés qui sont implantées, j'allais dire dans des coins paumés. C'est pas ce que je veux dire. Dans des coins où il fait bon vivre. Voilà, je vais le dire comme ça. Et le problème, c'est qu'ils ont fait venir des petits jeunes qui avaient été formés à Paris, qui sont venus, qui leur ont dit, bien sûr qu'on va venir s'installer, bien sûr qu'on va rester chez vous, bien sûr qu'on vient pour s'installer. Et le problème, c'est que pas la tâche locale sur le truc. Qu'est-ce qui se passe? Mais au bout d'1 an et demi, ils sont repartis dans la grande ville dont ils venaient. Parce qu'ils ont fait leur première expérience et ils sont partis. Donc, c'est un truc, et il y a certaines sociétés encore avec qui je discutais tout à l'heure, qui ont commencé à trouver des partenariats locaux avec des universités ou des BTS qui sont dans leur région. Et des fois, c'est plus important d'avoir un gamin qui a un ancrage local et sur lequel on va pouvoir investir que d'avoir un gamin qu'on sait qu'il est très brillant, qu'il a tout ce qu'il veut, mais qu'on sait que dans 1 an et demi, il repart. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est des critères qui sont très importants parce que beaucoup de projets ont foiré, pas techniquement, mais ont foiré à cause de l'humain. Je vais arriver à partir dans mon sens, c'est comme. Alors, ensuite, la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout moderniser. Il y a des gens, ils font un complexe, ils pensent qu'ils vont devoir tout moderniser d'un coup et que s'ils le font, c'est pas bien, et etc. Non. Vous pouvez faire qu'une partie.
vous pouvez aller. L'important, c'est d'avancer. D'accord? Ce qui tue tout, c'est de rester en place et de rien faire. D'accord? Donc, il faut se dire, on va avancer, on va intégrer des nouvelles ressources, on va produire des choses. Et il y a des choses qui sont win-win et qui ne sont pas destructrices dans ce qu'on fait. D'accord? Et donc, ça, ces choses-là, il faut les faire, il faut y aller. Il n'y a aucune raison de ne pas les faire aujourd'hui. Je vais y arriver dans le bon sens. Ensuite, l'enjeu majeur, bien sûr, qu'on a constaté, c'est la maintenance de ce code dans les années à venir. Alors, ça, c'est un truc qu'on a pris en compte depuis un certain nombre d'années, si on essaye de former des jeunes pour maintenir le code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un certain nombre de codes qui a été produit, et là, je n'ai pas encore les chiffres, mais il y a encore beaucoup de codes en RPG 3, d'accord? Même encore en RPG 2 qui existe. Et ben, ce code-là, si on veut le passer aux générations futures qui arrivent, il va falloir qu'on fasse avancer au minimum jusqu'au RPG 4. Pas forcément jusqu'au RPG Free, parce que le RPG Free peut être destructif dans la manière dont on l'implémente, c'est pas forcé, mais par contre, aller vers du RPG 4, c'est le minimum qu'il ne faut pas atteindre aujourd'hui. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'interface SEU, c'est mort pour les gamins. Donc les gamins, ils ne vont pas aller travailler sur de l'interface SEU, ils vont même pas travailler sur du RDI, j'en parle plus. RDI, c'est l'étape intermédiaire, c'est noir, ils vont travailler sur S-Code. L'exemple que je donne, c'est on a fait un speed dating pour voir des jeunes à Lyon. Sur 44, il y en a 36 qui connaissaient VS Code. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les gamins connaissent VS Code, ils iront sur VS Code. Liam Alan et certaines personnes ont travaillé sur des. C'est pas un plugin, c'est une extension VS Code qui permet d'attaquer l'IBMI. Donc, il faut aller là-dessus. Il n'y a pas de choix. Et en plus, bien sûr, SQL pour manipuler les données de vos bases de données, mais SQL également pour tous les services SQL qui vont vous permettre, qui vont vous faciliter énormément l'administration, puisqu'aujourd'hui, on peut faire 90% des opérations de l'IBMI à partir de services SQL directement. D'accord ? Une autre remarque. Combien de fois j'ai vu des sociétés qui ont modernisé des dizaines de programmes qui ne servent à rien, qui n'étaient pas utilisés. Donc ça, c'est une des premières choses, une des premières choses à faire, c'est arriver à se débarrasser de ce qui ne sert pas. Ce qui ne sert pas dans les schedulers, ce qui prend ta place dans les machines, tous les programmes qui ne sont pas utilisés, etc. etc. C'est difficile d'aller enlever le code mort, ça peut être comment dire, destructif, mais par contre, enlever un programme qui n'a pas servi depuis 3 ans, ça, on peut l'enlever. Et ça évitera, lors de la prochaine maintenance, de se poser la question de savoir, il utilise ce fichier, est-ce que c'est, etc., etc. On dégage. De temps en temps, il faut faire un coup de ménage sur tout ce qui ne sert pas. Donc, je vous l'ai dit, il faut viser impérativement le RPG 4. Il n'y a pas de solution en dessous. D'accord? Le RPG 4, il est assez facile à atteindre. On peut, par les commandes natives de l'IBMI, aller vers du RPG 4. Ce n'est pas compliqué à faire. D'accord? Et qu'est-ce que ça vous ouvre? Ben, ça vous ouvre une chose. C'est déjà, ça vous ouvre l'entrée dans le monde ILE. Donc, l'entrée du monde ILE, ça veut dire programme de service, ça veut dire réutilisation de fonctions, etc. Et l'ILE à RPG 4, il a existé avant le Free, ne serait-ce que tout ce qu'a fait Scott Clément sur les API, etc. Ça marchait avec du RPG colonné. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire du RPG colonné. J'ai dit que, quitte à avoir un programme, il vaut mieux qu'il soit en RPG 4 colonné qu'en RPG 3. Et dedans, après, vous pourrez éventuellement mettre du code free si vous le voulez, c'est possible aussi. On retrouve beaucoup de programmes qui ont été modernisés et qui sont passés à RPG 4, sur lesquels on a rajouté des fonctions, des procédures qui sont en free. On peut faire du blend. Alors après, le convertir en free, donc c'est un peu plus dangereux. Il y a des choses qui ne sont pas traductibles, comme les goto, comme les cycles gap, etc. Là, ce qu'il faut peut-être, c'est vous donner un curseur par rapport à ce que vous voulez traduire ou pas traduire. Donc, se mettre un curseur par rapport à ce qu'il faut traduire ou pas traduire, c'est un cycle gap,
très souvent, quand on regarde à peu près, on peut le traduire par une requête SQL. Très souvent, un cycle gap, c'est un programme avec des ruptures qui sort en plus ou moins un état, etc. Aujourd'hui, on a tendance plutôt à produire un CSV. On peut, 1 sur 2 qu'on rencontre, on peut le remplacer facilement par une requête SQL. Ensuite, un deuxième critère que j'avais trouvé intéressant chez un client, c'est qu'ils m'ont dit, nous, on réécrit les programmes qui ont eu plus de petits bugs en 2 ans. D'accord? C'est un critère qui est pertinent, puisque c'est un programme qui génère de la maintenance. Ce n'est pas forcément qu'il est fiable, qu'il y a des problèmes à l'intérieur. Donc, autant le réécrire à ce moment-là. Ensuite, la technologie utilisée. Aujourd'hui, on va remplacer bien sûr les états par des CSV, on va remplacer toutes ces choses-là. On peut également faire du XML, on peut faire du JSON. Il y a tous les services qui nous permettent de les manipuler à l'intérieur. Ça peut être vraiment intéressant d'aller là-dessus. Donc, c'est se dire à quel moment je décide que mon programme, je ne vais pas le moderniser parce que si on modernise de la merde, on obtient de la merde. Et donc, l'idée, c'est pas le but. Il faut moderniser des choses qui sont modernisables. J'ai mis quelques chiffres, d'accord? Encore 7% des sociétés ont du 36, dont 3% des programmes stratégiques. On a fait le stat sur un peu plus de 102 sociétés chez nous et on a 2 collègues qui travaillent encore régulièrement chaque semaine pour migrer des programmes qui sont en 36 en RPG 3, 4 en tâche de fond. Donc il y a encore des sociétés qui ont des programmes en 36 qui tournent. Et dans 2 sociétés, c'est des programmes qui tournent tous les matins, qui sont au démarrage. Et s'ils plantaient, il n'y a pas de prod. Hein. Ce n'est pas des programmes qui font une stat tous les mois pour le patron. La prod en dépend. D'accord? 42% du voilà, si je l'ai mis, on va le trouver. Et 60% des éléments sont encore de la base de données sont en DDS. D'accord? Ça, c'est des choses que c'est vraiment. Là, on parle de modernisation, mais on est plus dans de la dette technique. C'est des choses qu'il va falloir rattraper. C'est pas normal qu'on ait attendu ça pour le faire. Ensuite, pour moderniser ou maintenir une application, vous devez connaître fonctionnellement. Alors, évidemment, le plus souvent, on a un manque on a un manque de documentation. Alors, par contre, nous, ce qu'on a constaté sur plusieurs sociétés, et il y en a même une dans la salle qui se reconnaîtra, les documentations, souvent, elles existent, mais elles ne sont pas référencées. Et il y en a beaucoup plus qu'on croit. Et souvent, il y a Robert qui en a fait une autre, Michel qui en a fait une, et puis ils ne se sont jamais parlé, et ces documentations, elles existent. Je ne dis pas que c'est le cas dans toutes les sociétés, mais souvent, en mettant les gens autour d'une table, en les faisant discuter, on a retrouvé de la documentation qui était en flux. Pas toujours un jour, mais qui nous a permis quand même de gratter et de gagner énormément de temps. D'accord? Bien sûr, vous l'avez compris, si vous avez assisté à une ou 2 sessions depuis qu'on est là, l'IA peut vous rendre ce service, d'accord? Alors l'IA, par contre, ne vous dispensera pas d'un travail préalable pour absorber de la documentation et faire des choses. Mais ça peut vous rendre, ça peut vous faire gagner du temps, ça peut vraiment vous rendre service. Donc, si je résume, et puis je vais te laisser la parole, t'inquiète pas. Donc, RPG 2, RPG 3, il faut arrêter. RPG 4, minimum. D'accord? Ça, il n'y a rien en dessous. Il n'y a pas à discuter. Il ne faut pas vouloir. Il n'y a pas à transiger. Ensuite, développement, pas de SU, vous allez dans VS Code. OK? SQL, pareil. Alors, SQL, vous pouvez. Alors là, j'ai fait volontairement mis dans ACS. Vous pouvez également passer directement sous VS Code si vous préférez. D'accord? Pareil, là, j'ai un côté vieux. Je ne suis pas un vrai Robert, parce qu'un Robert, il fait en 52-50, d'accord. Mais moi, je suis un Robin. Je suis l'évolution du Robert, je suis au milieu. Et j'ai tendance à travailler encore à ACS. J'ai beaucoup de réflexes par rapport à ACS. Aussi parce que j'utilise beaucoup d'autres services et d'autres trucs dans SQL. Mais en gros, mettez vos requêtes SQL au point, soit par ACS, soit par VS Code. Ne travaillez plus avec STRSQL. Le système,
Ensuite, commencez à travailler dans le système de fichiers. Bien sûr, vous allez encore avoir plein de fichiers qui sont dans QDD, SSRC, QCL-SRC, QRPG, SRC, etc. Mais si vous voulez mettre en place du Git de manière efficace, vous pouvez commencer à travailler dans l'IFS. C'est l'avenir, il faut commencer, il faut y aller, il faut y aller. Même si vous avez un héritage, c'est pas grave, il y a un moment où il faut passer à l'étape suivante. D'accord? Si vous voulez que vous puissiez guider vos applications IBM, il n'y a pas de raison de ne pas le faire aujourd'hui, il faut passer dans l'IFS. D'accord? Ensuite, Effectivement, peut-être. Ouais, juste pour compléter le côté SQL, évidemment, je souscris à tout ce qu'il dit. Dans VS Code, on a l'extension DB2 for IBMI en plus. Et en fait, dans cette extension, il y a un petit peu tout ce qu'on a dans l'exécution de script SQL d'ACS. J'en ai listé quelques-unes, mais évidemment, l'exécution SQL, la vue schéma, l'historique des requêtes qu'on a exécutées. Mais là, ce qui devient intéressant, c'est que quand on utilise ACS, souvent, on va utiliser SEU, et on va dire qu'on ne l'utilise plus, ou RDI. Sauf que si on utilise VS Code, en fait, ben, c'est un outil unique dans lequel on va pouvoir faire les requêtes SQL, on va pouvoir gérer le SQL et le code en même temps. Et donc, ça peut être dans des onglets tout simplement à côté, donc on recentralise un petit peu. Après, en termes de fonctionnalité, ça reprend vraiment celle d'ACS, donc il y en a d'autres. Ben, tous les accès aux exemples, moi je trouve ça super pratique, les exemples, que ce soit pour les IBM Services ou même pour des structures SQL, on a pu les connaître par cœur, etc. Enfin, c'est super pratique. Et même l'accès Visual Explain, ils l'ont mis dans DB2 for IBMI. Et j'ai aussi précisé le mais aussi, parce que là, c'est des petites choses qui sont apportées en plus qu'on n'a pas forcément dans ACS. Il y a notamment les SQL préfixes que personnellement j'aime beaucoup. Et vous préfixez votre requête SQL avec JSON, CSV, SQL ou même RPG maintenant. RPG, ça vous donne la data structure en fait qui correspond au résultat set retourné par une requête SQL. Mais je ouais, ok. JSON, ça va faire la même chose, c'est juste que ça convertit un tableau dans une structure autre, donc JSON, CSV ou SQL. Super intéressant, SQL aussi. Le SQL, il va vous faire des ordres insert en fait des requêtes qui sont retournées du résultat set. Donc en fait, on peut faire des sortes de dump avec ça aussi. C'est pratique. Il y a le mode édition, alors c'est aussi un préfixe, ça peut être dangereux, plutôt à éviter en prod, mais c'est quand même pratique de savoir que ça existe. Pour ceux qui ont fait du PHP par exemple, ou d'autres types de solutions comme ça, c'est juste que le résultat qui s'affiche, il est directement éditable. Donc vous pouvez cliquer sur une colonne, alors évidemment c'est soumis aux conditions de SQL, hein, pour lequel on a le droit, donc il faut un ID, il faut pas de jointure par exemple, enfin bref. Et donc, très pratique pour aller changer un paramètre rapidement, etc. Donc, tout ça, c'est intégré dans VS Code. Il y a les notebooks aussi très, très pratiques dans lesquels on peut générer des graphiques. Alors, je vais m'arrêter là parce que c'est pas un topo sur VS Code, mais tout ça pour dire qu'il y a des outils aujourd'hui qui sortent qui permettent de faire des trucs vraiment sympas. Et il y a notamment, puisqu'on parlait d'IA, il y a aussi de l'IA intégrée qu'on peut brancher sur GitHub Copilot, par exemple. Et derrière, en fait, on peut parler en langage naturel à VS Code. Et lui, en fait, il va aller donc, si on lui précise le arrobas db2i, en fait, il va aller chercher directement, pourquoi pas dans les catalogues, dans le catalogue db2, pour aller chercher des infos sur les tables et nous construire une requête SQL en fonction des données qu'il aura lui-même récupérées. Par exemple, on pourrait lui demander de faire un calcul entre deux zones, etc. Mais en fait, lui, il va aller nous chercher en langage naturel et il va nous construire la requête, mais en fonction en plus des données du système. Donc voilà, donc ça, c'est ce que permettent aussi ces outils-là. C'est pas de la modernisation pour de la modernisation, c'est parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à utiliser ces outils-là pour les développeurs. Bon, je referme cette parenthèse. DB2 for I, pour information, c'est validé par les équipes de Scott Forsey. Je dis pas de bêtises. Ouais, Scott était partie prenante dessus, mais ça reste sous l'égide de Code for I, enfin de l'équipe open source en fait. Mais Scott a pas mal bossé en parallèle avec l'équipe pour demander des nouveautés, intégrer MapUpy aussi. Et, ouais, donc c'est backé par Scott Forsey, ça le label. Donc c'est quand même un gage.
Alors, la deuxième chose, c'est pas parce que vous avez migré une application, on l'a vu plusieurs fois, où il faut continuer à travailler comme à l'ancienne. Non, vous avez migré, c'est un point de passage obligé. Après, il faut prendre toutes les bonnes pratiques qui existent sur le marché à ce moment-là, et il faut y aller, d'accord? Si vous avez choisi de rester en RPG 4, que vous n'êtes pas allé sur du free, ça fait rien. Il faut intégrer du free. Il faut intégrer de l'ILE, il faut intégrer des bonnes pratiques, il faut utiliser tout ça. Après, il faut commencer à se poser les bonnes questions. L'idée, ça va être de réutiliser le code métier, le code fonctionnel, celui qui a de la valeur dans votre entreprise, qui vous permet de vous différencier de vos concurrents, qui vous permet de faire de donner, enfin, comment dire, d'arriver à valoriser votre société. Il va falloir le publier. Donc, le publier, c'est le publier sous forme soit d'API, soit de procédures cataloguées, etc., pour qu'il soit réutilisable par d'autres moyens de connexion, comme du service web, toutes les solutions que vous avez en annexe. L'idée, c'est encore une fois, la problématique qu'on a, c'est sur le 52-50, vous avez tout mis à l'intérieur. Et il y a un moment, il va falloir sortir une partie. Donc, les bonnes pratiques, ça va consister à enlever des bouts de code, à en faire des sous-programmes, à en faire des fonctions, à en faire des procédures pour les exposer. Peut-être continuer à les garder pendant un certain temps dans le 52-50 en utilisant le 52-50 que comme un outil de présentation, mais il va falloir sortir vos règles métiers, ce qu'on appelle les règles métiers. Et ça vous permet donc de pérenniser votre investissement. Et également, ça va vous permettre d'attirer de nouvelles personnes, de nouvelles recrues. Puisque on a vu plusieurs fois que des gamins, quand on faisait travailler sur les interfaces SEO, etc., ils ne restaient pas. Les gamins qu'on fait travailler sur des projets intéressants, où ils voient un peu du web, où ils voient un peu des nouvelles technos, même s'il y a des anciennes derrière qui sont manipulées par du VS Code, qui sont manipulées avec du SQL, etc., ils ne sont pas réticents, ils y vont, et donc ils le feront, il n'y a aucun problème. Mais par contre, c'est à nous de faire le premier pas. Ce n'est pas eux qui vont les prendre en RPG 3 et qui vont aller le traduire. Nous, il faudra qu'on ait fait les étapes intermédiaires pour leur préparer le chemin, justement. Base de données. Base de données. Vous pouvez migrer vos tables en PF. Il y a simplement, alors, vous pouvez utiliser des outils du marché qui vont vous aider à le faire plus rapidement, mais pas d'obligation. Attention, 3 choses. Avant de migrer vos tables, vous devez vérifier 3 conditions. Attention, les PF n'ont pas de clé unique. SQL ne sait pas le faire. Vous serez obligé de trouver un contournement. Là, ça sera un petit peu galère. Vous serez obligé de bricoler un peu. Si vous ne gardez pas le niveau de format sur vos fichiers, ça peut être embêtant parce que ça veut dire que vous allez être obligé de recompiler tous les programmes qui utilisent ce fichier. Attention, nous, on s'est fait avoir sur la qualité des données. Il faut savoir qu'une base de données SQL, elle ne contrôle pas les données au moment où on les restitue, mais au moment où elle les intègre. Donc, ça nous est arrivé chez certains clients d'avoir commencé à migrer des données pour les transformer de PF en SQL et se rendre compte qu'il y avait plein de données avec des zones, ce qu'on appelle faiblement formatées à la fin, des dates dans lesquelles il y avait du blanc, du numérique dans lequel il y avait de l'alpha, etc. Et lui, SQL, il nous disait non, les gars, je ne peux pas. D'accord? Donc, il faut faire attention également à la qualité de données. Il y a des services SQL qui s'appellent Validate Data, etc., qui vous permettent de checker ça. Et ça, il vaut mieux garder vos PF et garder vos efforts pour d'autres choses que d'aller là-dessus parce que vous allez vous casser les dents. D'accord? Et ensuite, voilà, ça c'est ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Sans migrer sur vos bases de données, vous pouvez mettre des noms. Il faut savoir que sur une base de données, même avec un PF, on peut mettre des alias. On est arrivé chez un client, où il avait une base de production, mais ça fait tout WorkWork 01, 02, 03. Là, derrière, les gens qui devaient faire de la BI dessus, ils n'y arrivaient pas. Donc on leur a remplacé, on leur a mis des noms longs, tant de fusion, tant de traitements, tant de trucs. Et derrière, les petits jeunes qui arrivaient à faire des statistiques dessus, ils ont dit merci. Ensuite, dernière chose, pour les performances, il faut savoir qu'une des vraies différences qu'il y a entre un index et un LF, c'est la taille de la page. Et on peut changer ce paramètre sur le LF pour que
l'index ait la même performance que l'index aura la même performance qu'un index natif. Ce qui veut dire que quand l'optimiseur SQL utilisera l'index, ça ne le fera pas paginer, il ira aussi vite que si c'était un index qui avait été créé par SQL, sans l'avoir recréé en SQL. D'accord? Ensuite, vous pouvez même matérialiser en mettant des contraintes qui ne sont pas, comment dire, descriptives, on va faire des règles de dette, etc. Matérialiser vos règles, ce qui vous permettra, si vous extrayez vos scripts SQL, en les mettant dans un outil quel qu'il soit, il sera capable de dire bah, la numéro de client, il est dans le numéro de commande, etc., etc. Vous pouvez, quand vous vous penchez là-dessus, mettre des règles, des contraintes d'intégrité sans faire de destruction derrière. J'ai mis ça parce que c'est important. C'est les textes de loi qui disent qu'on doit faire quelque chose. Donc, en termes de code source, il faut vraiment faire attention. On ne peut pas rester dans l'état où on est. On peut pas dire on fait du RPG3, on modifie du RPG3, on livre du RPG3. En tant que SN vis-à-vis d'un client, on est redressable. D'accord? Donc, vous lirez, c'est passionnant. Hein, mais ça existe. L'architecture applicative. Dans une application 5250, vous pouvez respecter, en respectant les MVC, on sait très bien que ça n'a pas été fait, on sait très bien que dans le 5250, tout a été mis à l'intérieur. La deuxième chose, même si vous avez du 5250, ce n'est pas pour ça que vous êtes obligé de faire du code de 5 mois. Vous pouvez avoir du 5250 que vous ne pouvez pas bouger tout de suite parce que vous avez, etc., etc. Vous pouvez quand même faire du LE, vous pouvez mettre des fonctions, des procédures, vous pouvez faire des choses, vous pouvez maintenir du code vivant, intelligent en 5250. Ce n'est pas ce qu'il vous faudra développer. Mais encore une fois, il vaut mieux ça que de garder des trucs en l'état. Mettre cette amélioration-là, si vous êtes dans le code 5250, que vous commencez à externaliser les fonctions qui sont intéressantes, etc., profitez-en pour mettre votre code d'équerre. Il n'y a pas beaucoup de risques, c'est pas très destructif. Moi, j'ai des clients qui l'ont fait, ils ont réussi à moderniser une grande partie de leur code comme ça. Ensuite, vous pouvez améliorer également les affichages 52-50. Ça, on est d'accord, c'est pas la panacée. Mais malgré tout, ça permet de sortir du monde noir et vert, du monde Minitel, ce qu'on nous appelle le monde Minitel. D'accord? Vous pouvez mettre des éléments graphiques, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez gérer les PDF, etc. Alors, dans beaucoup de sociétés, c'est pas terrible, mais il y a certaines sociétés où c'est quand même intéressant qu'ils puissent avoir accès à des choses qu'ils n'avaient pas. Et encore une fois, ça montre que ça bouge et que ça évolue. Et étant donné que c'est une solution qui n'est pas très chère, il n'y a pas besoin d'aller chercher des budgets. Il faut un peu d'huile de coude et un peu de démerdation et on y arrive. D'accord? Vous pouvez faire des choses qui sont sympas. Après, vous pouvez également utiliser des solutions de revamping. Pourquoi pas? Il y a des solutions de revamping qui sont très bien sur le marché, qui vont vous permettre de revamper vos solutions 52-50. Vous pouvez, après, c'est pareil, c'est un point de départ. Ça nous permet d'avoir des applications qui sont publiées sur le web, que vous pouvez utiliser dans les pages HTML. Et derrière, vous allez pouvoir les améliorer, les enrichir, puisqu'elles offrent tous des interfaces qui sont intelligentes, qui permettent de faire des extractions, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, il faut y aller. C'est pas bon. J'ai mis un slide. On s'est posé la question si on le mettait ou pas, celui-là. En gros, il y a une étape intermédiaire qu'on n'a pas vue, qu'on a retrouvée chez certains clients, et on peut faire sur IBMI, vous pouvez avoir donc Apache qui tourne très bien, puisque c'est l'interface web et c'est toute l'interface, la partie administration tourne dans des instances Apache, et vous pouvez avoir des programmes, ce qu'on appelle du CGI, qui vont permettre de renvoyer des flux HTML. D'accord? Alors, c'est très simple. Hein. Vous avez une API qui va lire ce qui arrive sur le flux et une API qui va renvoyer ce qui est sur le flux. Donc, ça veut dire quoi? C'est que vous renvoyez votre page HTML, il faut la générer. Par contre, la difficulté qu'il y a sur ce genre de choses, c'est que vous n'allez pas remettre tout le code HTML dans une page RPG. Ça n'a pas de sens. Et ça veut dire que, de toute façon, là, vous êtes obligé de vous équiper d'un framework.
Pour ceux qui l'ont utilisé, il y en a un qui a existé pendant longtemps, c'était CGI Dev 2, qui permettait, à partir de programmes RPG, de publier du web sans avoir aucune connaissance, je dirais, du monde web. Un peu de HTML, un petit coup de CSS, ça ne fait pas de mal, mais il n'y avait pas besoin de compétences externes pour gérer ça. Donc, c'est une étape. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, n'allez pas. Mais ça existe, ça permet en gros, c'est un client qui a besoin de matérialiser une transaction ou deux et qui n'a pas de compétences externes, ça peut lui permettre d'avoir une page web pour faire des rendus de mots de passe, pour faire des choses comme ça, des choses très simples. Ça peut être une solution pour pallier à un manque de ressources. C'était pas toi, là, je vais essayer. Ouais, c'est peut-être une autre aparté, je crois que tu as encore un petit mot, je suis pas sûr. Bon, vas-y, Ouais. Ouais. Merci. Alors en fait, en complément de ce que nous dit Carlo, déjà, dans tout ce que je vais vous présenter, là je vais juste faire une ellipse sur l'administration et la supervision IBMI, qui à mon sens fait aussi partie des stratégies de modernisation de l'IBMI. Pour l'instant, on a parlé que du pan applicatif. Mais il y a aussi les exploitants, on va dire, et puis l'administration de l'IBMI. Aujourd'hui, on peut l'intégrer dans le reste du SI comme n'importe quel autre système IT. Et on peut, et j'ai même envie de dire, on doit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter au maximum l'effet boîte noire qu'on peut avoir et le rendre accessible au plus grand nombre au final, et notamment aux nouveaux arrivants. Je le regarde bien évidemment parce que ça me concerne également. Mais ça peut passer par des petites choses. Là, on s'écarte peut-être un petit peu de l'aspect purement modernisation, mais aujourd'hui, juste si votre système est à jour ou dans des versions récentes, vous avez par exemple de plus en plus de choses qui sont accessibles pour l'administration du système dans Navigator for You. On voit encore beaucoup d'entreprises qui ne l'utilisent pas. Voire même, des fois dans notre jargon, on dit accède au port de bilan pour dire Navigator for You. Mais il y a des entreprises qui ne connaissent pas tout ce qui est proposé en fait dans Navigator for You. Un premier pas, ça peut être tout simplement déjà de changer les outils. Et pour le coup, il n'y a rien d'installé parce que vous l'avez déjà dans l'OS. Après, il y a un petit prérequis de se maintenir quand même dans les versions. Sur le même principe, ça a déjà été évoqué, mais vous avez aussi l'utilisation des IBMI Services. Les IBMI Services, à mon sens, c'est comme Navigator for You. C'est-à-dire que c'est un accès simplifié aux tâches d'administration de l'IBM. Je reste sur le terme d'administration, mais j'ai intitulé administration et supervision, parce qu'il y a les deux. Avec des IBM Services, aujourd'hui, on peut récupérer l'état de santé de notre système, on peut récupérer des métriques de consommation CPU à un instant T, on peut même récupérer jusqu'à la requête SQL qui est en train de consommer toute notre CPU à un instant T. Donc sur le temps réel, enfin voilà, des exemples, il y en a quelques centaines, IBM Services, donc je ne vais pas tout vous le faire, mais l'idée de tout ça, c'est de les utiliser. Pourquoi? Parce que c'est du SQL et que le SQL, c'est un standard. Et donc, tout ce qui est standard évite l'effet boîte noire de l'IBM. Et donc, du coup, c'est vraiment de vous pousser quelque part à utiliser ces nouvelles technos pour faire ça. Après, donc je reviens un petit peu sur l'aspect supervision. On a aussi des solutions open source ou pas, d'ailleurs. Il y a des solutions du marché qui font ça aussi très, très bien. Nous, aujourd'hui, d'ailleurs, on est là pour vous faire passer des messages. On n'est pas en train de pousser une solution ou une autre, en fait. Mais par contre... faites quelque chose. Faites quelque chose, c'est ça le message. Et quand la supervision d'IBM se résume à, en fait, une personne qui va juste faire du work active job et de tenter comme ça en interactif de temps en temps de voir ce qui se passe sur le système, c'est améliorable, c'est automatisable, on peut mettre des jolis graphiques, vous savez, sur des télés comme ça dans le service, où justement, dès qu'il va y avoir un souci, il n'y a pas besoin d'aller sur le système, vous le voyez directement en fait. Mais ça, c'est abordable, c'est facilement, on peut le mettre en place assez rapidement, grâce notamment aux IBM Services, et pourquoi pas, si c'est un manque aussi de budget, il y a plein de solutions open source qui permettent de l'avoir. Et on peut avoir des premiers résultats très rapidement et pour un coût très modéré, donc pourquoi pas le faire? C'est visible tout de suite. Quand on le présente aux gens de la société, c'est visible tout de suite, ça a un effet tout de suite. Pour aller un petit peu plus loin, également sur l'aspect supervision, administration, on va dire, mais là plus administration au sens DBA peut-être du terme. Alors,
dans le monde de l'IBMI, on n'est pas trop habitué à segmenter DBA, administrateur système, etc. Souvent, c'est les mêmes personnes ou mêmes services qui jouent ce rôle-là, en fait. Mais du coup, pour SQL, la base de données DB2, elle est merveilleuse, quoi. Enfin, vraiment, elle est super puissante et elle intègre plein d'outils directement. Vous n'avez même pas à l'installer, vous n'avez pas d'autres produits à installer. Là, j'en ai listé que deux, mais je pense à d'autres solutions. Mais je ne sais pas si vous connaissez Self. Birgitta Hauser va faire une session sur Self. En ce moment. Ah, c'est en ce moment? Ouais, c'est en ce moment. Vous la rattraperez en replay sur son support. Mais juste en 2 mots, en fait, ça permet de loguer toutes les erreurs SQL, toute la log SQL qu'il pourrait y avoir, donc un warning, une requête SQL qui se passe mal, etc. Peu importe où elle est déclenchée, à partir du moment où elle est sur le moteur DB2, et en fait, on va juste la centraliser, la log là-dessus. Et ça, vous l'avez dans l'OS. C'est pas installé, quoi. Il faut être dans le bon niveau de version, mais vous l'avez, et voilà, c'est des petits efforts comme ça. Il y a un autre outil qui est livré en standard, qui est méconnu, mais qui marche bien et qui pourrait être beaucoup plus utilisé, c'est le centre de santé. D'accord? L'idée, c'est de dire, je ne vais pas attendre que mon truc il plante, mais je vais mettre une alerte avant que je pourrais intercepter. D'accord? Ça, je vous encourage à jeter un coup d'œil. Il y a un peu de documentation. Ça a été beaucoup, il y a eu beaucoup un effet d'annonce dessus et on n'est pas trop revenu, mais il y a plein de choses à faire intéressantes dessus, notamment pour ceux qui avaient l'habitude de gérer les tailles de fichiers par nombre d'enregistrements dans les PF. Il n'y a pas de solution sur SQL et ça offre une alternative où on peut se dire mon fichier il n'aura pas plus de temps d'enregistrement. On peut le gérer par là. Et c'est l'un des seuls moyens qu'on a pour le gérer. Centre de santé. Mais d'ailleurs, je crois que c'est accessible au travers aussi du centre de santé, si je ne dis pas de bêtises, mais vous avez aussi le Query Supervisor comme outil. Pareil, c'est intégré, je ne sais pas si tout le monde le connaît. Mais le principe aussi est simple, vous appliquez des seuils sur de la consommation CPI par exemple, ou des IO disques, ou du temps de traitement si vous avez des requêtes un peu longues. Et en fait, vous allez dire, sur mon système, pour tel critère, ça peut être un profil, ça peut être un nombre de jobs, ça peut être au global, vous allez déclencher quelque chose. En fait. C'est comme un peu un programme, mais c'est vous qui configurez au final les seuils et le déclenchement. Et ce que vous allez déclencher également. Donc, dans un premier temps, ça peut être tout simplement de le savoir, de le loguer en fait, juste de tracer. Et puis après, peut-être que si on a une requête, ça fait 10 minutes qu'elle tourne et on a identifié qu'il y avait des fois, elle mettait 10 minutes, là, c'est un problème, ça ne sert à rien de la laisser parce que peut-être qu'elle est partie dans les choux et qu'elle va tourner 2 heures pour rien. Peut-être qu'au bout de 10 minutes, on l'arrête. En fait. Mais ça, de façon automatisée. Et ça, c'est inclus dans DB2 et c'est assez facilement configurable en SQL en fait. Même moi, j'y arrive. Le message, je pense qu'il est clair, c'est qu'on peut commencer simplement et avec des petites choses et que le tout, c'est vraiment de commencer. Quoi. Alors, un autre exemple sur l'administration et la supervision, alors là, ça rejoint une session que j'animerai non pas demain, mais jeudi. Sur Manzan, c'est une solution open source pour détecter tout un tas d'événements sur l'IBMI et les redistribuer à l'extérieur. C'est open source. Vous allez voir qu'en 1 heure, en fait, je vais vous donner plein d'exemples et voire même une démo. Où en fait c'est un effort très relatif, puisqu'on arrive à le mettre en place en 1 heure. Et derrière, on peut par exemple détecter une tentative frauduleuse un mauvais mot de passe d'un utilisateur ou sur des journaux d'audit système si on l'a activé, ou monitorer un fichier. Alors pour ceux qui font du PHP par exemple, vous allez voir dans la suite de la présentation que j'aime bien le PHP quand même. Mais pour PHP, par exemple, il y a un fichier qui s'appelle phperror.log et qui référence au final toutes les erreurs de PHP qui peuvent arriver. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dès qu'on a une erreur dans un applicatif PHP, en fait, ça va rajouter une ligne dans ce fichier. C'est un fichier dans l'IFS, en fait, c'est un fichier texte. C'est un string file. Et bien, en fait, on pourra aller monitorer, grâce à Manzan, ce fichier-là et l'envoyer, je ne sais pas moi, le message, on peut l'envoyer dans un Slack, dans un mail, dans un SMS, dans un système centralisé de log, etc. Et donc, Manzan, lui, va nous permettre de capter des sources et de dire, quand il arrive un truc ici, je l'envoie vers telle destination. Et à moindre effort, parce qu'en fait, on a juste à les brancher, en fait. C'est vraiment ça. Et puis après, voilà, je vous ai mis d'autres exemples dans Grafana avec des exporteurs. Vous avez tout un tas de solutions. L'idée, c'est de savoir que c'est possible et donc, pourquoi pas d'y aller.
Alors après, sur le gros sujet sur lequel j'interviens aujourd'hui, c'est plutôt pour vous parler d'IHM. Voilà. L'IHM, hein, c'est l'interface homme-machine. C'est hyper important parce que ça va être le pont entre l'humain quelque part et la machine. C'est comme ça que l'utilisateur, même nous, hein, nous sommes des utilisateurs à l'informatique, on va dire, mais il faut penser aussi à vos utilisateurs finaux. C'est le lien entre eux et la machine. C'est aussi le premier contact d'un utilisateur avec le système en place. Et en fait, l'IBM et je vais dire la S400 peut souffrir de l'image Minitel que Pierre-Louis a déjà évoqué tout à l'heure. L'écran 52-50, combien de fois en dehors de ceux qui travaillent sur cette plateforme, j'ai pu dire dans mon cercle d'amis ou des collègues, je travaille sur IBM, mais ça existe encore. Ah oui, c'est le truc Minitel. Je suis sûr qu'on a tous expérimenté ça. Et c'est dramatique parce que c'est pas le cas, c'est une plateforme moderne, on peut faire vraiment des choses modernes dessus. En fait, l'idée c'est d'éviter ce premier ressenti négatif parce que une fois qu'on a ce premier ressenti, il est un peu difficile à gober. Ça marche pour tous les nouveaux arrivants. J'ai mis des typologies de nouveaux arrivants donc pour les techniciens parce que du coup on a parlé de la problématique de garder au final des nouvelles ressources. Si vous présentez que des choses un peu anciennes, ça va peut-être un peu rebuter les techniciens, parce qu'ils vont peut-être vouloir aller vers des solutions un peu plus modernes, de web, de mobile, etc. Mais aussi les métiers. Les métiers, un commercial, par exemple, s'il a fait 2 boîtes qui n'avaient pas d'IBM, il n'a jamais vu d'écran 52-50, donc il y avait plutôt sûrement du CRM graphique, on pourrait évoquer du marché, Salesforce ou des maisons, pourquoi pas, mais peu importe, qui va être très graphique avec du drag and drop, du graphique de stats avec des rappels d'objectifs, enfin des trucs un peu comme ça. Si tout à coup, en fait, on lui met son applicatif, c'est du 52-50, il peut être super bien conçu, et même en termes de fonctionnalité, il pourrait être même, pourquoi pas, plus complet, mais il va y avoir quand même ça ne va pas faciliter son intégration, en fait. Il y aura même des rejets, des gens qui ne viennent pas à cause de ça en remote. Il y a des rejets qui ne sont pas venus à cause de l'interface. Ils refusent de signer. Et je vais aller encore plus loin avec la dernière typologie. Il y a des DSI, la direction générale, les directions. Il y a une nouvelle DSI qui arrive, qui prend le relais au final d'un DSI, d'une DSI qui était très DSI-centrique, avec une personne en fait qui gérait tout. La ligne, le support, il avait au téléphone des utilisateurs, mais en même temps, il gérait les montées de version. Pour le coup, on en a connu un certain nombre, et j'en ai encore, j'étais en prestation client il y a 2 semaines. C'était exactement ça, quoi. Le DSI était parti, il faisait tout. Et donc, quand ils partent à la retraite, quand c'est pas anticipé, en fait, il y a une nouvelle DSI qui arrive, voire même une nouvelle direction générale, hein, pourquoi pas. Et en fait, ça va être leur premier ressenti, c'est ah ouais, en fait, c'est de l'écran 52-50. Donc en fait, ça compte quand même, quoi. On peut avoir les traitements les plus intelligents derrière avec une stabilité, une robustesse, la sécurité. Je ne vais pas vous revendre le concept de l'IBM, je pense. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que l'IHM, au final, ça compte. Alors, j'ai précisé, même si décrié parfois à tort, parce qu'évidemment, si on parle de pure performance, de stabilité, ou voire même, pourquoi pas, il y a des interfaces qui sont pratiques pour des saisons en masse. Donc, l'idée, encore une fois, c'est pas de tout rejeter en bloc, mais c'est de moderniser, d'apporter des nouveautés quand ça a du sens, quoi, que ce soit pour les métiers ou les sociétés. Alors, je ne l'ai pas marqué ici, mais je vais quand même le repréciser. Tout ce qu'a évoqué Pierre-Louis, c'est fondamental. C'est-à-dire que là, on parle de l'IHM, mais j'aime bien utiliser l'image d'une maison, en fait. Tout ce qu'il a évoqué, c'est les fondations, en fait. C'est le socle. On ne bâtit pas une maison sur un socle un peu pourri ou friable. Donc, en fait, si on démarre quelque chose sur de l'existant, il faut quand même commencer plutôt par les programmes, la base de données, etc., pour ensuite construire de façon pérenne dessus. Je reviens sur ces interfaces web. Alors déjà, ne serait-ce que d'ouvrir la question, mais pour quel projet, c'est intéressant. C'est pas pour tout. Ça n'a pas de sens forcément de tout moderniser avec les écrans. Alors, des interfaces web, déjà, c'est un standard qui est connu du plus grand nombre, à la fois des développeurs, mais comme des utilisateurs qui sont hors IBM. Ça, je l'ai évoqué tout à l'heure.
un avantage du web, c'est qu'il n'y a rien à déployer sur les postes des utilisateurs. Il y a tous des navigateurs, enfin, voilà, il n'y a même plus cet aspect de ACS à déployer, à configurer. Hein. Ça peut être un sujet déjà, le déploiement d'ACS, hein, parfois, c'est pas si simple que ça. Quoi. Et puis voilà, ça va permettre une centralisation des développements, notamment sur l'IBM. Alors, on va parler ensemble de plusieurs types de projets qu'on pourra avoir. Alors déjà, on peut avoir un premier niveau qui va être sur de la modélisation par revamping d'écran 52-50. Donc là, je vais en reparler un petit peu en détail, mais l'idée au final, c'est on a un existant 52-50, on a notre applicatif, et l'idée au final, c'est presque avec une baguette magique, au final, de passer dans du web. Mais en gardant les mêmes logiques qui étaient là, justement, pour ne pas avoir à tout réécrire. Parce que parfois, il y a plus de 30 ans de code, ce ne serait pas pensable même de tout réécrire, en fait, dans un nouveau langage. Donc l'idée de ça, en fait, ça peut être une bonne solution pour déployer rapidement. Bon, je vais en parler tout à l'heure, mais vraiment, l'idée, c'est de conserver les process qui étaient, mais en fait, de les rendre web et de les habiller, en fait. Donc ça peut être un premier step. Ensuite, pour certains modules de l'ERP, alors je sous-entends l'ERP maison, les développements que vous avez dans vos environnements, ben, l'idée, c'est pas de prendre, comme je disais, le projet Big Bang où on doit tout réécrire. C'est trop risqué, en fait. C'est très risqué et trop risqué. L'idée, c'est peut-être de voir, ben voilà, dans une ERP, je vais gérer mon entrepôt, je vais gérer le service commercial, je vais gérer la compta, peut-être la finance, etc. Eh bien, où est-ce qu'il y aurait besoin, où est-ce qu'on a identifié dans notre entreprise le premier besoin de quelque part d'avoir des écrans web. Ça peut être là où il y a le plus aussi de bugs pour les corriger. Enfin voilà, il faut des critères objectifs pour aller vers ce module-là. Et donc là, ben, pourquoi pas, on pourrait identifier ces modules et écrire des nouvelles interfaces web. Là, ça nécessite un peu de code. Et puis, il y a un troisième point. Alors, le point numéro 2 et le point numéro 3, si on parle de la pure technique, pour moi, on peut utiliser les mêmes techniques, en fait, les mêmes technologies. Le point numéro 3, je rebondis aussi sur le côté destructif de la chose. Il n'y a aucun point destructif au point numéro 3. C'est pour les nouvelles applications répondant à des nouvelles demandes et besoins métiers. Donc, il y a une nouvelle demande qui n'était pas prévue dans l'ERP initial. Mais pourquoi le développer en 52-50 et puis ensuite en faire le webiser? Peut-être qu'on va trouver quelque chose qui nécessite. Alors, j'ai évoqué le drag and drop tout à l'heure. Alors, j'aime bien le drag and drop parce que c'est un peu difficile à faire dans un écran 52-50. Mais par contre, c'est super utile enfin, voilà, pour déposer des fichiers, gérer. Là, c'est des petites choses simples. Mais voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas être bloqué. Enfin, on pourra vraiment déployer tout sur la machine. Il n'y a aucun frein technique, on va dire, ni de réutilisation de l'existant. Et du coup, on va jouer sur cette première perception, puisqu'en fait, ça tombera sur l'IBMI. Il faudra bien dire d'ailleurs que c'est sur l'IBMI qu'on a 5 ans, parce que c'est souvent. Il n'y aura plus de marqueur de l'IBMI au final sur notre applicatif. Quoi. Alors, un petit mot sur la webisation et la revamping, je vais quand même. Il faut que je me dépêche. Bon, j'en ai parlé. Alors, les gros avantages de ça, c'est qu'en fait, on va pouvoir déployer à une grande échelle et rapidement de la webisation d'écran 52-50. Quelques inconvénients quand même à ça. Déjà, c'est qu'on va être sur des solutions du marché, donc on va avoir des coûts et des licences, et puis on va aller vers une technologie en particulier. Contrairement, on va dire, au monde de l'open source que je représente un petit peu. Mais par contre, on a des résultats rapides, qui est super important. Alors, tu l'as déjà dit, mais faites des POC. Mais par contre, avant de faire un POC, listez bien vos besoins. Assurez-vous que qu'est-ce que vous voulez moderniser, pourquoi vous voulez le moderniser en termes d'IHM, et voilà, faites des POC, testez et constatez, quoi, tout simplement. Ensuite, on a la webisation avec du développement web. Alors là, on va dire que l'investissement humain initial, il est peut-être plus important. Il va peut-être falloir, surtout quand ça n'a pas la culture en interne dans l'entreprise, on pourra faire appel aussi à des sociétés externes pour de la croissance externe et puis pour avoir des ressources en fait qui connaissent ces technologies-là.
Le gros avantage, c'est que le web, c'est pas propre à l'IBNI et qu'on a plein de ressources en fait là-dessus. Donc, il y a un investissement initial qui peut être plus important selon ce que l'on a. J'ai aussi. Voilà, j'avais oublié celle-là. Donc, on peut développer des nouvelles applications sur l'IBNI avec une liberté totale de conception. Ça c'est vraiment l'approche webisation. En fait, on développe une nouvelle application web sur l'IBNI, quoi. Donc là, on a très peu de limites technologiques, en fait. On peut faire un peu tout ce qu'on veut, et sur du nouveau, ou en capitalisant sur les données, les programmes et la sécurité d'IBNI, en fait, les briques fondamentales de l'IBNI. Un aspect super important, alors j'avais prévu d'en reparler après, mais c'est que ça contribue aussi à la montée en compétence des équipes autour des technologies web standards. Il y a plusieurs cas de figure. Des fois, c'est l'équipe en place qu'on va former, qu'on va monter en compétence sur le web, et puis des fois, c'est juste une équipe complémentaire. Mais l'idée, au final, c'est d'apporter cette culture du web dans ces équipes. Pourquoi? Parce que la culture des technologies web va permettre d'éviter les silos, en fait, et la communication entre les équipes. Et ça, c'est super important aujourd'hui. C'est une équipe IBNI, aujourd'hui, elle n'est plus toute seule dans son coin sur l'IBNI. Il faut qu'elle puisse parler à des interlocuteurs techniques, des partenaires de la société, mais aussi en interne, quoi. Il y a très souvent une équipe web et puis une équipe AS400, par exemple, dans la même entreprise. Il faut que ça arrive à communiquer parce que c'est du win-win, quoi, comme on disait tout à l'heure. Ça s'améliore un petit peu, ça, mais à une époque, il y a 10 ans en arrière, les gens, ils se parlaient que quand on était là. Sinon, ils étaient deux bureaux l'un à côté de l'autre, et jamais ils se parlaient entre eux. Ça a tendance à changer un petit peu, justement, par la culture des jeunes qui arrivent dans les entreprises. Mais oui, c'est clair, c'était un peu d'ailleurs mon rôle de mettre de l'huile dans les rouages entre ces deux équipes. Et en fait, on jouait le rôle de traducteur, quoi, parce qu'il y a même un jargon, il y a des cultures différentes. Et techniquement, les deux sont super intéressantes et les deux, ça match super bien. Mais encore faut-il que ça communique, quoi. Dans les bonnes pratiques, alors ça, c'est quel que soit le projet, que revamping, webisation, nouvelles applications, développement web. Ça va être de bien identifier les ressources et les connaissances qu'on a déjà au sein de l'entreprise. Alors, tu l'as déjà dit, je vais aller rapidement, mais si vous avez une équipe web avec 10 développeurs PHP, partez pas sur du Node, quoi. Enfin, ou partez pas sur du Python. Capitalisez là-dessus, sur les connaissances en interne. Faites-les venir sur la plateforme. Pareil, sur du point net, ou enfin, peu importe les technologies, en fait. C'est pas grave, ça. Enfin, partez quand même pas sur des technologies trop de niche non plus, quoi. Pensez à rester avec des POC dans vos environnements, ça je l'ai déjà dit. Un autre point super important, c'est de cibler et d'impliquer dès le départ des utilisateurs. Combien on a vu de projets en fait qui étaient drivés par l'informatique, et en fait au bout du compte, on arrive, on leur dit tenez, on a fait du super boulot, en fait, tenez, c'est votre nouvel outil de travail. Ça, on a entendu des histoires comme ça. En fait, impliquer les utilisateurs métiers, parce que c'est eux qui font le métier, c'est eux qui connaissent leurs besoins d'abord. Donc, en fait, si vous les impliquez directement dans le projet, vous allez avoir un taux d'adoption bien supérieur, en fait, de ces applications-là par les utilisateurs. Après, pour aider au projet, donc ça, c'est a posteriori, une fois que vous avez passé l'analyse et les premières versions en production, essayez d'identifier des utilisateurs clés qui vont quelque part faire le pont entre le métier et la technique, quoi, pour remonter les choses. De documenter de nouveaux flux et de nouvelles applications, je pense que ça parle de soi. Quitte à faire des nouvelles choses, autant les documenter. On ne va pas repartir sur des choses non documentées. On a vu que c'était assez pénalisant justement quand ce n'était pas documenté. Un autre point, mais vous voyez, ça, c'est pas de la technique, c'est de faciliter la communication entre les utilisateurs et les équipes de développement. Ça peut être tout simplement par l'outillage, de mettre en place des systèmes de ticketing et d'arrêter quelque part le côté, en fait, le DSI, quoi qu'il arrive, il est le DSI ou une personne du support qui sont corvéables à merci aussi, et puis du coup, qui sont super indépendants, parce que
En fait, l'utilisateur, il va l'appeler directement. Et donc, du coup, la base de données, la base de connaissances des issues ou quoi que ce soit, ben, en fait, on l'a perdu. Et la personne part, il veut faire quelque chose, ben, il part avec sa connaissance, il part avec les bugs qu'il a corrigés et les personnes n'est au courant. Donc, c'est des petits actes comme ça simples, mais la mise en œuvre d'un système de ticketing ou de traçage, et encore une fois, peu importe le système, c'est quand même assez essentiel, quoi. Et ça fait partie aussi de la culture du développement web. C'est-à-dire qu'on le retrouve même intégré dans des solutions qu'on utilise dans le web. Je pense à GitLab là, en l'occurrence, mais dans tout ce GitHub, enfin, les plateformes qui hébergent le code, on va voir ces systèmes-là de ticketing d'issues, de communication en fait entre les membres et de centralisation. Dernier point là-dessus, sur les bonnes pratiques, c'est d'avoir une feuille de route claire sur les objectifs à atteindre. C'est en gros de ne pas trop se disperser, de ne pas avoir, en fait, de pas trop avoir de micro-projets, tous indépendants les uns des autres et potentiellement avec des développeurs différents. Et puis, il y en a un qui va vouloir coder en Python, l'autre il avait une prep en Node.js et puis hop, il va tester le PHP sur un autre. Non, en fait, il faut quand même une ligne directrice et il faut quand même embarquer toute l'équipe technique dans le même sens. Mais bon, ça, c'est quand même du bon sens, je pense. Mais je l'évoque là parce que On a vu des cas où ça a foiré. Hein. Ils sont deux dans un service et ils ont 3 technos. Hein. Donc, la maintenir, c'est la galère. Hein. Alors, la culture web, je vais vraiment y passer rapidement parce que j'en ai déjà touché un mot, mais on parle des éditeurs VS Code. C'est ce sont des standards pour le développement web, et y compris pour RPG, on en a déjà parlé. Mais dès qu'on va parler de web, on va parler d'API REST. Alors, j'ai rappelé SOAP quand même. On a encore quelques-uns. Bon, j'avais pas mis au début, je l'ai rajouté. C'était pour être. On en trouve, il y a des messageries ou des transporteurs qui utilisent ça encore, qui sont largement utilisés. Des concepts aussi de CI/CD, donc de Continuous Integration, Continuous Deployment. Clairement, on en a sur l'IBM natif, mais j'ai envie de dire, c'est natif au développement web en fait. On peut faire sans, mais un développeur web, il va arriver avec sa culture du CI/CD quelque part. Il sait déjà que, de base, c'est un réflexe de versionner son code. C'est pas forcément le cas sur l'IBM, quoi. Donc l'idée au final, c'est de s'approprier cette culture et de pourquoi pas petit à petit l'appliquer, pourquoi pas déjà d'utiliser sur du web, sur l'IBM, et ensuite de l'appliquer sur les autres volets qui tournent sur l'IBM. Alors après, j'avais mis des exemples d'architecture, je ne sais pas comment on est dans le là. On est dans des bords. Ouais, ça, on a peut-être parlé. Je vais aller un peu rapidement, de toute façon, vous allez retrouver les prêts. Ce que vous retrouvez ici, c'est juste des exemples. Je ne voulais pas vous dire il y a une architecture qui fonctionne. J'ai mis plein de technos différentes, PHP, React, JS, Vue, .NET, c'est pas du tout exhaustif, il y en a encore plein d'autres. Et là, ça reprend un peu le concept de MVC que tu évoquais tout à l'heure. L'idée déjà, c'est de casser un peu le monolithique qu'on pouvait retrouver. Le monolithique 52-50, c'est ça qu'on va essayer de casser, de modulariser. Et une fois qu'on l'aura modularisé, qu'est-ce que ça va nous permettre? Et au final, d'appliquer notre IBMI, d'accès aux données et d'accès aux logiques métiers. Ce que j'ai voulu représenter ici par SQL ou API, parce qu'on n'est même pas obligé de parler d'API Web Service. Juste de le segmenter dans des fonctions, dans des procédures stockées, etc., va rendre ce code facilement appelable en fait, par n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est technologiquement parlant ou humainement parlant. N'importe quel développeur, peu importe le langage, même s'il n'a pas la culture IBM, il saura faire du SQL et il saura appeler une fonction qu'on lui met à dispo pour appeler ça. Et si on lui met une API Web Service, c'est encore plus royal, quoi. Enfin, on peut l'intégrer d'autant plus facilement, etc. Mais l'idée, le point de départ de tout ça, au final, c'est vraiment de modulariser et de segmenter tout ça pour ensuite facilement les appeler. Et donc, on sépare bien le côté back et le côté front. Ça, c'était sur le premier contexte, c'était sur, par exemple, pour s'appuyer sur de l'existant. Le contexte numéro 2, c'est pour par exemple, des nouveaux projets, qui pourraient même impliquer une nouvelle équipe full web qui ne connaît pas du tout l'IBM. Et bien, en fait, c'est possible, ça, on l'a déjà vu déployer comme ça. On amène une équipe web, en fait, on lui dit, voilà, ça, c'est ta VM Linux, quoi. C'est pas une VM Linux, c'est l'IBM. Et du coup, tu ne vas pas bosser sur Postgre ou MariaDB, tu vas bosser sur DB2 parce que elle est cool, on va la défendre, etc.
Et derrière, en fait, on peut faire une nouvelle app from scratch qui va tourner à côté pour répondre aux nouveaux besoins. Et donc là, c'est ce que je voulais illustrer ici. Si vous avez déjà une équipe full web dans votre entreprise, pourquoi pas la porter sur l'UBI, point d'entrée aussi. Et là, ce que je voulais dire, c'est que le bac aussi, on peut le faire avec des technologies. On n'est pas obligé de passer par du RPG, si c'est vraiment sur des nouveaux besoins. Donc là, j'ai mis un bac en PHP ou en Node, d'autres technos évidemment, et j'ai repris les icônes pour faire le front. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment plein de possibilités au final. Je vais t'en parler. Bon, je vais passer un petit peu parce qu'il y a quand même des exemples de projets sur le BNI. Je voulais vous mettre quand même quelques exemples rapidement. Il y a des exemples qui sont plus parlants, mais après, sur les autorisations des clients, parce que ça reste des applications de métier, etc. Là, j'ai pris des tableaux de bord où en bas à droite, c'est une application. C'est une application. Alors là, je vous ai mis une capture juste d'un POC qu'on avait fait pour un client. Mais en fait, c'est une application mobile web qui permet de scanner des articles pour des entrées-sorties de stock. En fait. Et donc ça tourne sur un téléphone. Techniquement, ça a été mis en œuvre en une journée, quoi. Enfin, c'est tout ça pour vous dire, avec des technologies, on peut arriver à ce type de résultat super rapidement. Et avec tout ça tourne sur l'IBM. Voilà, donc je voulais un peu de graphisme. J'en arrive à cette diapo finale. En gros, vous avez le choix. Il n'existe pas une bonne architecture pour tout le monde. Mais il existe une bonne architecture pour un besoin et un contexte donné. On n'est pas là pour dire il faut faire comme ça. C'est que le tout, c'est vraiment de bouger. Vraiment la bonne nouvelle. Alors, je vous donne ce message souvent, l'université BMI en Power Week, puisque ça a changé de nom. Mais c'est qu'il existe plein de solutions. Quand j'ai commencé en 2009 pardon, sur le BMI, alors c'était déjà quand même par le PHP, mais je vous donne juste mon cas personnel. En 2009, j'avais des vraies contraintes techniques, des vrais blocages techniques qui m'empêchaient de faire des choses. En fait. On pouvait faire avec. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je ne rencontre plus de blocage comme ça. On peut toujours s'en sortir en allée techno. Le tout, c'est d'adopter la bonne techno. Après, il faut vous faire accompagner justement pour ça. Et puis, regardez bien les compétences que vous avez en interne. D'ailleurs, sur tous les volets. Et donc, le message de fin, c'est qu'il n'y a pas de solution unique, mais une solution qui est adaptée pour vous et ne rien faire. C'est une erreur. Il n'y a plus qu'à. Et voilà, désolé d'avoir un peu débordé d'une minute.